Et surtout, il y a plein de gens qui ont des rêves et qui se disent c'est impossible parce que rien, en fait. Parce que la peur. C'est parce qu'on a tous peur et c'est normal. Et donc je crois aux pensées limitantes. Je sais pas si j'ai besoin de liberté, mais à chaque fois que j'ai peur, j'y vais. C'est incroyable. Bonjour et bienvenue sur Peps, le podcast qui vous booste pour réaliser vos rêves et où j'échange avec des personnes passionnantes et passionnées qui réalisent leurs projets et leurs envies. Abonnez-vous à Peps sur toutes les applications de podcast, c'est ce qui permet au podcast de vivre. Et si vous l'écoutez sur Apple Podcast et que vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à laisser une petite note. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Alexis Pinault, ou sur Twitch où le podcast est enregistré en direct et où vous avez la possibilité de faire partie de l'émission pour interagir vous aussi avec les invités. Tous les liens sont en description de cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de la saison 2 de Peps. Et aujourd'hui, on a une invitée pour laquelle j'ai eu du mal à écrire cette introduction parce qu'il fallait que ce soit ni trop long ni trop raccourci. Et elle a un parcours assez complet. Donc je vais simplement reprendre ses mots. Elle est créatrice de vidéos, productrice de blagues, fédératrice d'humains et il s'agit de Swan Périssé. La classe. Et bonjour Swan. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Est-ce que cette introduction te convient ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Ah, ça me convient. Je sais plus où est-ce que j'avais marqué ça. C'est sur ton site. Ah ouais, d'accord. Je sais même pas que j'avais encore un site. Oui, ça me va super. C'est trop bien. Je déteste quand on m'appelle comédienne. Parfois les gens disent je suis comédienne et je suis vraiment pas comédienne. Je m'ennuie trop sur les tournages. Quand on me demande de deliver un texte avec des émotions, je suis à côté de la plaque et tout, donc c'était super comme introduction. Au début, je voulais dire actrice. Non, mais ça m'aurait saoulé. Ah ouais, ça t'aurait saoulé aussi. Non, mais ça m'aurait pas saoulé, mais je t'aurais embêté, ouais. Non, je suis pas du tout actrice. Enfin, c'est vraiment des métiers incroyables. Être acteur, être comédien et tout, où t'apprends un texte et t'apprends à faire plein d'émotions, de le vivre à fond, etc. Et t'es à la disposition d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Moi, j'ai vraiment jamais été à la disposition d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. J'aime bien jouer dans les projets que j'écris ou que je soutiens, etc. Mais il faut que je sois complètement impliquée dans la création avant. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas trop actrice. Et quand tu dis impliquée dans la création, c'est de la réflexion jusqu'à ça dépend, tournage. Soit écrire, soit produire, soit mettre en scène. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir la main aux commandes en fait, et les acteurs bien sûr sont des gens exceptionnels, mais ils sont dans la réception d'indications, tu vois. Et en gros, moi je suis dans la création. Je veux faire ce projet, je me bats pour ce projet, et après s'il faut une comédienne, je suis là, tu vois. Mais genre voilà. Ouais. Ok. Trop bien. Mais du coup, par exemple, je repensais à Chambre froide, tu vois, qui est un court-métrage que t'avais fait. Ouais. Donc là, t'as tout fait, t'as écrit, t'as mis en scène, t'as choisi les costumes, etc. Enfin, t'as tout fait. Enfin, pas toute seule, j'imagine, mais... Alors non, pour le coup, on était 35 dans l'équipe. Okay. J'ai écrit le scénario, co-réalisé et produit. Okay. La vidéo, mais j'avais une chef déco, une chef costumière, donc il y avait des tonnes de métiers que je faisais pas pour le coup sur ce film, et j'étais trop contente d'incarner ce rôle et c'était génial. Et j'avais vraiment 3 énormes métiers avant le tournage qui étaient une fois que t'as fait le scénario, donc de temps en temps tu modifies, mais voilà. J'étais réalisatrice, productrice et comédienne, et j'ai vraiment fait 2 semaines à fond en prod, 2 semaines à fond en réal, et 2 semaines où j'étais que comédienne. J'allais voir un coach, je bossais qu'à une malade, que le rôle et tout, et en fait j'avais des binômes pour tout. Donc j'avais ma directrice de production qui est une femme brillante qui est Julie Manoukian, qui ensuite est devenue ma numéro 2 dans ma boîte, tellement on avait accroché pendant ce projet. Nadja Hanan, une brillante réalisatrice qui avait en plus beaucoup plus d'expérience que moi, donc ce binôme incroyable. Et tac, et comédienne, j'étais toute seule. Mais j'étais avec un coach super aussi. Tout ça pour dire que j'ai toujours pu lancer à fond le truc avec le binôme, et après c'est le binôme qui, pendant que je faisais un autre poste, reprenait le truc, etc. Mais en tout cas,
pour reprendre la présentation, c'est juste que je suis humoriste, entrepreneuse, et j'aime bien jouer des rôles. De temps en temps, c'est chouette, mais ça n'a pas du tout qui je suis. Je suis beaucoup plus chef d'entreprise que comédienne, quoi. Je passe ma vie à gérer des budgets, des projets, des gens, faire du management, de la stratégie, enfin, tu vois, donc c'est plus ça mon métier que juste comédienne, quoi. C'est pour ça que j'aime pas quand on me dit actrice. Mais j'ai aucun mépris, voilà, c'est ça, mais j'ai aucun mépris pour les actrices et je trouve ça trop bien. Et j'adore jouer, et je suis amenée à jouer. J'adore faire mon intéressant. C'est une partie de ton travail, mais c'est pas, au final, ce qui te représente le plus, voilà, quoi. c'est ça, exactement. D'accord. Et, justement, si tu veux, on va parler un peu de ton entreprise, parce que moi, c'est un point qui m'intéresse vachement. Et tu expliquais, là, par exemple, pour ton court-métrage, que t'étais vachement entouré. Et, c'est quelque chose dont t'as besoin, ou t'as eu tout le temps besoin, ou est-ce que c'est quelque chose où c'est par nécessité aujourd'hui que tu le fais, ou c'est plus parce que t'as envie d'être entouré? Enfin, comment ça un peu des deux. Je pense que ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, c'est sûr. Je pense que c'est compliqué parce que j'ai eu beaucoup d'associations jusqu'à maintenant qui n'ont pas fonctionné avec d'autres gens, parce que je pense que j'avais vraiment besoin d'être celle qui a la vision artistique. Leader un peu. Leader, et aussi au final, quand t'as une entreprise avec d'autres gens, etc., ce qui compte à la fin, c'est qui décide où va l'argent. Tu vois, tu vas investir à fond dans un projet qui est pas rentable, mais pour toi il est rentable au niveau de l'image, de la création, de respirer, parce que je suis aussi une artiste, tu vois, donc voilà. Donc je pense que j'avais vraiment besoin de décider ça, donc d'être chef d'entreprise. Et en même temps, tout seul, c'est vraiment pas drôle, quoi. Donc j'ai jamais été la meuf qui fait des vidéos toute seule dans sa chambre. Aujourd'hui, j'ai une responsable technique qui s'appelle Nelly Détienne, qui est brillante aussi, mais souvent elle m'aide parce que elle est extrêmement talentueuse, beaucoup plus forte que moi en cadrage, etc. Mais elle m'aide parce que c'est plus facile de se motiver à deux pour faire un tournage que quand je suis seule. Elle va soigner une image incroyable. Je vais dire, tu vois, je fais des trucs sur le minimalisme en ce moment. Je dis, viens, on va filmer le fait que j'ai 5 vêtements. Et elle dit, d'accord, on va le faire en stop motion et tout. Et c'est genre, voilà, c'est avec des gens comme ça que j'ai envie de travailler, tu vois, genre, qui disent pas, oui, ça va être facile, on va prendre une photo contre un mur blanc, enfin, tu vois, genre. Donc oui, je trouve qu'à plusieurs, on s'excite beaucoup plus, on va beaucoup plus, on monte dans les tours, etc. Et en même temps, j'ai besoin de pas du tout écouter les autres, et d'être très concentrée sur mon intuition. Et j'ai souvent été compromise par maintenant ça marchera jamais, ou faut pas faire ci comme ça, ou ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. Moi j'étais là, mais on s'en fout, qu'est-ce que tu racontes, je te parle de changer le monde avec un film, allez, qu'est-ce que tu dis, ça prend trop de temps, c'est relou, quoi. Qui a envie de dormir ici, allez, stop. Tu vois, genre mes salariés dorment, hein, non mais c'est vrai, c'est important, j'ai appris à les faire dormir au bout d'un moment. Mais tu dirais que t'aimes bien décider. Alors, je te donne un exemple. Si par exemple t'étais dans la même entreprise aujourd'hui que t'as créée, mais que c'est pas toi qui l'as gérée, est-ce que tu te sentirais aussi bien dans cette entreprise ou pas? Non, c'est sûr que non. Ah ouais, non, j'aime bien décider, oui. Tu peux poser cette question frontale. Oui, j'aime bien décider. J'ai eu des jobs alimentaires que j'ai adoré parce que je devais réfléchir à rien. J'avais aucune charge mentale. J'ai vraiment été heureuse et épanouie quand je vendais des légumes au marché. C'était très dur, c'était un métier très dur physiquement. Tu vois, toute la journée on était avec des cajots, des tonnes de pommes, de poireaux, tu vois. Et j'avais les mains dans la terre, il faisait moins 10 degrés, enfin voilà. Mais j'adorais parce que je décidais rien. Mais c'était pas en partie créatif, je mettais pas ma créativité au service de ça, tu vois. C'était un job physique qui demandait de la relation client et j'adorais faire ça. Souvent, je me fantasme une autre vie, quoi. Et je pense que je pourrais pas être dans un métier créatif où j'ai pas une grande part, en tout cas. Je pourrais, bien sûr, être exécutif, presque, en fait. Créatif, mais exécutif, étant donné qu'il y en a qui réfléchissent à ta place. Mais par contre, j'aimerais beaucoup ouvrir d'autres boîtes à 50-50, plus être un duo ou un trio, ça me plairait beaucoup, je pense. Mais ne pas être dans la stratégie... Et dans le long terme, j'en souffrirais, je pense. Tu vois, juste écrire des scénarios pour des gens, des idées de vidéos, je souffrirais à un moment de
qu'on me dise c'est super mais on n'a pas le budget donc viens on la fait rentrer dans un moule. Et ben moi j'ai jamais réussi à me contraindre à ça dans mon travail. Et du coup si je devais le faire pour quelqu'un d'autre je pense que ça me ferait vachement souffrir. Je pars toujours sur des idées simples et ça devient des films, ça me saoule. Je me fatigue et en même temps c'est génial, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 types de personnes. Moi on m'avait posé une fois la question et j'aurais dit mais est-ce que tout le monde peut devenir un entrepreneur? J'ai dit j'espère pas, parce que ça veut dire que déjà il y aurait plus de salariés, donc c'est compliqué de travailler tout seul, tu vois. Et en même temps je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il y a des gens vraiment qui ont des caractères, un peu comme toi je pense, qui ont un caractère pour entreprendre des choses, et puis il y a des gens, et c'est pas du tout négatif, tu vois, mais qui sont plutôt on va dire suiveurs, mais par contre qu'ils le font hyper bien. C'est trop bien. Et je trouve que ça, s'entourer de gens comme ça, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe avec qui tu travailles et nous dire ce qu'ils font et ce qu'ils t'apportent aussi? Bien sûr. Donc je vis dans une caravane. J'ai 2 chaînes YouTube, je contextualise pour les gens. Ouais, bien sûr. Salut. J'ai 2 chaînes YouTube, donc une chaîne YouTube qui s'appelle Swan Périssé, à mon nom, sur laquelle je suis humoriste et je parle de relations humaines et de féminisme en gros, et je fais surtout des grosses vannes. Et j'ai une chaîne qui s'appelle Vert chez vous, VERT chez vous, et c'est une chaîne dans laquelle je me rends chez les abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et donc c'est une chaîne plutôt de do it yourself et de bricolage, et aussi d'expériences humaines incroyables, parce que on parle pas du tout de nos vies perso, mais bon, je me retrouve avec des inconnus à construire des fours à pizza au milieu de la nuit, les mains dans la chaux, ne faites pas ça fait mal. Voilà. Donc, je me déplace chez eux, donc je vis dans une caravane et en général, je reste dans le jardin ou près de chez les gens chez qui je vais, avec ma caravane. Et j'ai une partie de mon équipe d'entreprise qui loue un gîte à côté de là où je suis. Donc, en fait, on est nomades depuis 1 an. On vit ensemble à plein temps. Et donc, moi, même si je dors dans la caravane, en général, le midi, le soir, on mange ensemble, on fait le ménage ensemble. En plus, pour des raisons éthiques, on veut pas avoir de femmes ou d'hommes de ménage. Donc vraiment, genre, on est vraiment là à récurer les toilettes. Moi, je vis tout le temps avec mes salariés, donc si j'ai envie d'être un peu nulle, c'est une pression. Ils vivent tout le temps avec leur patronne, donc ils ont envie d'être un peu nuls, c'est une pression. Mais c'est incroyable, une expérience humaine époustouflante. Je sais pas si on fera ça longtemps, parce que c'est émotionnellement prenant, mais voilà. Donc, en ce moment, on est 5. Et en décembre, on était 7, par exemple, donc il y a quand même des gens en auto-entreprise qui tournent. Et je me déplace en permanence avec 2 femmes exceptionnelles, donc Nelly Détienne, que j'ai déjà citée, qui est ma responsable technique, et Anaïs Serradinis, qui est ma numéro 2, ma directrice de production, qui est incroyable aussi. Donc Nelly, elle est responsable technique, donc elle va venir faire les plans stabilisateurs quand il faut faire des trucs un peu épiques. Quand c'est un tournage où par exemple je dois faire des travaux et on est un peu en retard, tu vois, j'ai pas le temps moi de faire les timelapses, le cadrage, etc. Donc c'est Nelly qui vient le faire. Quand il y a un problème technique, c'est elle qui le répare. Quand il y a c'est elle qui fait les encodages, les WeTransfer, qui gère tous les emplois du temps des monteurs, tous les tournages qui sont décalés parfois à cause du temps. Donc c'est elle qui gère ça. Donc c'est super qu'elle soit avec moi sur place, parce que tu vois, on a 7 caméras, enfin faut y aller quoi, faut gérer quand même tout ce matos. À un moment où on veut augmenter techniquement, ou que les montages ils suivent nos prétentions artistiques, heureusement qu'elle est là, et ça serait vraiment nul sans elle. Et il y a Anaïs Serradinis, donc qui est incroyable, qui est arrivée en tant que stagiaire, et qui devait juste faire la logistique écolo, parce que c'est super chiant de faire la logistique écolo. T'essayes d'être 0 déchet, t'essayes d'avoir un compost et tout, sauf que t'es 7 personnes qui seront pas au même niveau d'exigence, pas au même niveau d'écologie, et tu bouges tous les mois, tu vois. Et au début, on bougeait toutes les semaines. Donc c'était un enfer. Et genre, t'arrivais, on était là, c'est où le compost? C'est quoi le tri? Enfin, tu vois, genre, et donc j'ai dit, on va prendre quelqu'un à plein temps pour ça. Donc elle nous aidait aussi on faisait à manger végétarien et tout. Donc elle en a chié de ouf, c'est vraiment un métier ingrat. Elle était tellement forte et bosseuse et tout, qu'elle m'a dit, j'aime trop ce prise production, c'est incroyable, mais j'aimerais être plus payée et ne pas faire ce job, tu vois. J'étais là, ça tombe bien, je voudrais te proposer d'être directrice de production. Donc voilà, son salaire a été augmenté, son quotidien a été soulagé. Énorme respect notamment aux femmes mères de famille écolo, parce que quel enfer. Vraiment quel enfer, et je jugerai jamais personne de pas y arriver, parce que c'est énormément de temps et d'énergie.
et ça s'équilibre au bout d'un moment si tu changes de vie, mais voilà. Et tac. Et donc elle gère le business plan, elle gère toute la compta, elle gère la production des gros tournages, tu vois. Okay. Donc là, on va aller déplacer des millions d'abeilles au milieu de la nuit. On va faire une transhumance, donc entre la vallée et la montagne, installer des filets à ours et tout. Bah, genre, c'est elle qui appelle l'apiculteur, tu vois, qui dit est-ce qu'on peut filmer avec de la lumière, où est-ce qu'on mange, quelle voiture, est-ce qu'on peut monter à pied. Physiquement, ça demande quoi comme... Enfin, c'est quand même incroyable, tu vois. Et elle arrive sur des domaines incroyables et elle gère tout, quoi. C'est elle aussi qui fait genre les réparations de la caravane quand il y a un problème et tout. En plus de faire la stratégie financière, de dire bah voilà, on a réussi à dégager une marge ici, on va l'investir là, on va et notamment développer des projets pas du tout rentables mais incroyables artistiquement et qui pour moi si j'ai pas ces projets-là, je m'en fous d'être youtubeuse et artiste, c'est nul, tu vois. Ouais. On va développer un méga site qui aide les gens à construire eux-mêmes leur compost, leur four à pizza, leur toilette sèche, etc. C'est presque un livre, tu vois, genre un truc interactif. On te l'aurait proposé sous un autre format, livre ou à la télé, un truc à la télé ou un truc comme ça. T'aurais accepté tout pareil? Tu veux dire que YouTube, c'est vraiment quand même un truc qui te... En fait, ce que j'aime sur YouTube, c'est l'entrepreneuriat. Ce que j'aime sur YouTube, c'est... je suis en contact avec beaucoup de maisons d'édition et on fera peut-être un livre et c'est chouette, enfin avec une maison d'édition en particulier, mais il y en a beaucoup avec qui pour lesquels j'ai de l'affection et des contacts réguliers et je vais pas aux interviews à la télé. J'accepte pas, je fais pas de casting. Il y a plein de gens qui veulent me faire passer des castings. Je dis bah regarde mes vidéos, tu vois. C'est arrogant, hein, mais je suis là genre ou alors parlez-moi du projet et après on fait un casting, tu vois. Mais il y a plein de gens qui me disent voilà le casting, voilà le scénar. Il faut être là à telle heure. Je dis bah c'est pas une relation humaine équitable, tu vois. Genre je suis là, genre c'est quelle horreur, j'en ai fait avant, tu vois. T'arrives c'est toi qui me contacte en fait. Ouais, genre c'est tellement arrogant, ça me fait péter un câble. Je comprends, hein, parce qu'ils ont envie d'une bonne comédienne, ils ont pas envie de Swan Périssé, tu vois, et c'est pas grave. Puis il y a ce grand truc aussi maintenant d'inviter des gens un peu connus sur YouTube et tout aussi. Et de leur faire un truc que eux ils ont écrit, c'est bizarre. Je trouve ça très bizarre. Encore une fois, c'est comme si on nous disait tout ce que tu sais faire, c'est être à l'aise devant la caméra. Genre non, c'est faire plein d'autres choses, tu vois. Et donc non, j'ai beaucoup de mal à m'investir sur des projets qui ne sont pas connectés à YouTube et qui sont pas connectés avec plusieurs âmes qui se rencontrent et qui disent viens on fait ça n'a jamais existé. Ça c'est difficile pour moi de faire ça. C'est un peu la liberté quoi YouTube au final. Et... parce que c'est toi qui décides encore une fois de tout ce que tu peux entreprendre sur la plateforme, poster, écrire. Ou en tout cas j'ai l'impression qu'on invente vraiment des systèmes. Donc le site sur lequel on travaille, peut-être le futur livre. Parce que les montages, on invente à chaque fois, c'est des nouveaux process. Comment est-ce qu'on peut créer ça? Et je m'empêche pas vraiment d'ouvrir une salle de stand-up inclusif, un magasin zéro déchet, non mais vraiment, tu vois. Et tout gravite autour de YouTube. Mais c'est pas que YouTube, c'est de mettre des entrepreneurs ensemble et dire comment on invente quelque chose de différent. Et ça, j'ai essayé longtemps avant de travailler avec Maison Grise. Donc j'ai travaillé longtemps avec une maison de créateurs YouTube qui s'appelle Maison Grise, mais avant de travailler avec eux, j'étais dans une boîte de télé et je suis restée 5 mois dans un tout petit grenier, dans une grosse entreprise de production télé qui fait vraiment des téléfilms, des émissions. C'était une régie style Studio 71 ou c'était vraiment un truc on essayait de créer quelque chose. Et où moi, en tant que youtubeuse et entrepreneuse, en gros, ils prenaient un pourcentage de mon chiffre d'affaires, mais j'avais leur bureau. Voilà. Et en fait, ça matchait pas du tout. Pendant 3 mois, on a négocié, je vivais chez eux. Et par exemple, j'avais besoin de quelqu'un 1 heure qui allait me chercher plein d'objets parce que j'avais envie de faire du stop motion. Et on me faisait payer un cachet d'intermittent d'accessoiriste pour une journée de 7 heures, tu vois. J'étais là. Et j'étais gênée. Et je comprenais, tu vois, j'essayais de me mettre sur leur fonctionnement et en fait, c'était pas du tout ça dont j'avais besoin. C'était pas compatible, quoi. J'avais besoin d'Anaïs et Radinis qui répare le coffre de la caravane et qui appelle des clients ou des apiculteurs et qui disent non, on va pas faire ça en une demi-journée, c'est pourri, on va faire ça en 10 jours et ça va être incroyable.
tu vois, j'ai besoin de gens qui sont vachement polyvalents et qui aiment la polyvalence et qui comprennent et qui respectent toute la chaîne de production et qui comprennent que la personne qui va acheter des jouets en plastique est aussi importante que la personne qui va donner l'argent pour faire l'énorme projet, tu vois. Ouais. Et malheureusement, j'ai été confrontée à plein de systèmes où les gens ils captaient pas ça et on n'arrivait pas à matcher, quoi. Tu parlais de business model, justement, des différents business models, parce que toi, du coup, t'es en train de... t'as déjà un business model, mais t'es en train d'en créer un, peut-être aussi. Ça change tous les 2 mois, qui va changer. Ouais. Mais en fait, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont plein d'autres business models. Il y en a qui vendent des formations, il y en a qui font que des partenariats, il y en a qui créent leur propre marque. Donc ça moi c'est aussi ce que je trouve hyper cool, tu vois, sur YouTube. Je vis pas que sur YouTube, tu vois, même aujourd'hui sur TikTok, il y en a qui arrivent à développer leur entreprise, tu vois, à partir de TikTok. C'est incroyable. Et, j'adore. Ouais, mais je trouve ça trop cool aussi. Mais d'ailleurs, je viens de parler de TikTok là, c'était pas prévu comme question, mais j'ai vu que tu t'étais essayé à TikTok, t'avais publié un TikTok. C'est pas moi. Ah, c'est pas toi, je savais même pas, ouais. Parce qu'il y a une Swan Périssé avec ta photo de profil et tout, vraiment, qui a fait un TikTok. Et c'est quoi, le TikTok? Tu connais pas TikTok? Non, mais c'est quoi le TikTok qui a été publié? Regarde, comme je suis vieille. C'est une vidéo où tu dis, des fois, je fais des blagues de vieux. Tu sais, un peu beauf, et puis après, tu fais comme ça. Ah ouais, ça, putain. C'est fou parce qu'il y avait vraiment une période de ma vie où je me sentais trop vieille et maintenant je me sens si jeune. C'est incroyable. Pourquoi? Il y a eu un changement? Ouais, je vis dans une caravane. Genre, j'ai aucune zone de confort, jamais. Je passe ma vie à rencontrer des gens. Je suis arrivée chez toi tout à l'heure, talons hauts, énorme sac à dos. Je t'ai appelé il y a 2 jours, j'ai dit je passe à Lyon. Ça fait 1 an et demi que tu m'as proposé l'interview. Je me dis qu'on peut la faire maintenant. Enfin, c'est ce que vraiment ma définition de la jeunesse, d'être ouvert, de laisser les gens venir, de pas se protéger, d'accepter les gens comme ils sont, de bouger, de voir plein de modes de vie différents et tout. Mais donc en gros, ça n'est pas moi qui ai posté ce TikTok. Ouais, ok, d'accord. T'as jamais essayé, ouais? En fait, j'ai pas le temps, je consomme pas. J'ai trop de respect pour les gens qui font ça et en fait, je suis plus sur Twitter non plus. Enfin, je crois que j'ai un Twitter, mais je tweete rien. Parce que j'ai beaucoup de buzz, bons et mauvais, donc il y a eu beaucoup de haine. C'est quand même un réseau qui est propice à la haine. Et donc j'y vais pas et j'ai choisi. Et en fait, il y a plein de marques qui veulent que je tweete leurs trucs. Et parfois, je perds des clients à cause de ça, mais c'est pas mon truc, tu vois. Donc, je vais pas me forcer à tweeter et je vais pas me forcer à faire des TikTok. Ça me ressemble pas encore. Mais par contre, j'ai trop de respect. Je vois plein de TikTok via Insta. Louane, ma meilleure amie, elle a 10 ans de moins que moi, elle est tout le temps sur TikTok. Je trouve ça trop bien, tu vois. Mais c'est pas, j'ai pas envie ou le temps. Ouais. Voilà, je préfère faire d'autres choses pour l'instant, mais ça se trouve demain, je vais ouvrir mon TikTok. J'en sais rien, tu sais, genre. Voilà. Et tu parlais des TikTok, pas des TikTok, des tweets négatifs, notamment. Et tu fais quand même, on peut le dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des vidéos un peu engagées quand même, et assez personnelles aussi sur pas mal de sujets, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit même la sexualité, que ce soit ton style de vie, tu vois, tu partages énormément ça. Et comment tu réagis? Parce qu'il y a toujours eu des haters. J'imagine que quand on est une fille sur YouTube et en plus qu'on partage des sujets très personnels comme ça, on a encore plus de haters. Ouais. Et comment tu réagis à ça? Est-ce que tu réponds? Comment tu... Franchement, je m'en fous complètement. C'est incroyable. J'en ai rien à foutre. Mais tu les vois quand même passer, non? Ouais. Hier, j'étais avec un copain et je lui ai lu juste ceux d'hier. C'est la haine d'hier, tu vois, les commentaires de haine et tout. Et j'ai rigolé, quoi. En fait, j'ai été humoriste avant, vraiment sur scène, et tu t'en prends plein la gueule. C'est beaucoup plus difficile de se prendre un bide sur scène qu'un bide sur YouTube. Tu vois, un bide sur YouTube, t'as quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui vont apprécier, te soutenir dans ce que tu fais. Et un bide sur YouTube, et un bide sur scène, c'est violent, les gens ils rigolent pas, etc. Ouais. Et du coup, les gens qui mettent des commentaires, c'est eux qui ont passé un mauvais moment, tu vois, c'est pas moi. Enfin, donc, je m'en fous, je regarde vraiment, ça me touche pas du tout, quoi, c'est incroyable. Je regarde pas les commentaires quand c'est pas sur mes vrais réseaux. Donc, j'ai fait plusieurs buzz sur Facebook, notamment de vidéos engagées, qui ont fait 3,5 millions vues, notamment une vidéo que j'ai faite sur les décolletés, qui s'appelle Pourquoi je montre mes seins en vidéo, une vidéo sur mon corps, je sais plus et tout, mais en gros, j'ai fait des méga buzz et tout. En fait, c'est pas trop mon réseau social, j'y suis pas souvent et tout, donc j'ai pas trop regardé les commentaires. Ok. J'ai pas le temps. Voilà. Et
je pense que c'est pas agréable, et j'ai eu beaucoup de bad buzz aussi. Donc bad buzz, c'est plus compliqué parce que t'as vraiment des dizaines de milliers de personnes qui t'insultent tout le temps dans ta poche. Donc rationnellement, je sais toujours pourquoi j'ai fait ce projet, et c'est jamais pour plaire en fait. D'accord. C'est jamais pour plaire. C'est pour parler, faire réfléchir, parce que artistiquement ça me plaît. Et donc, en fait, l'objectif il est atteint avant que la vidéo elle sorte. J'ai déjà, tu vois. Et donc je me concentre là-dessus. Après, quand tu fais des bad buzz, c'est pas agréable parce que c'est du harcèlement, souvent sexuel aussi, des menaces de viol en permanence. Enfin, c'est exceptionnel quand même. Bienvenue dans ma vie, ou la vie des femmes en général. Donc c'est pas agréable. Donc j'ai plus genre éteindre mon portable, rester avec mes potes, pas trop regarder, et 10 jours après j'en rigole, tu vois. Mais sur le coup, émotionnellement, voilà, c'est difficile, ça t'affecte un peu, mais plus comme si t'as un fou qui te crie dans la rue pendant 1 heure dessus. Au début, il te crie, tu fais, c'est qui lui, hein. Puis après, ça fait 1 heure qu'il te crie dans les oreilles alors que t'essayes de commander à manger, réparer, peindre un truc et tout, et genre t'as un fou qui est autour, bah ça te fait un peu mal aux oreilles, quoi. T'es là, s'il te plaît, j'ai mal aux oreilles. Mais c'est vraiment comme ça que je visualise les haters, les pauvres. Et genre, il y a des gens incroyables, il y a des sites sur moi, il y a des vidéos. Il y a des gens qui monétisent des nudes de moi, ou des vidéos sexy de moi. Il y a des gens qui ont fait des vidéos de 1 heure en commentant mes vidéos pour me dire à quel point j'avais tort et que j'étais une mauvaise personne et tout. Et je le sais juste grâce aux abonnés, et je dis... tu les regardes même pas au final. Je les regarde pas. Je les regarde pas. J'ai pas du tout le temps. Je préfère. Parce que c'est peut-être juste ce qu'ils attendent en fait, c'est de l'attention de ta part. Bien sûr. Et je les comprends, et je suis désolée pour eux, tu vois. Je leur envoie plein d'amour. Vous êtes super. J'espère que ça va mieux. Et j'ai pas le temps, et genre en 1 heure de ma vie, je préfère faire un soin pour les cheveux, faire l'amour, lire un livre. Écrire un proche, faire du yoga, que de regarder quelqu'un qui de toute façon était en colère à ce moment-là, et ça m'intéresse pas du tout, et je suis désolée pour eux en fait, et voilà. Mais c'est un pouvoir, j'ai conscience de la chance que j'ai, et je pense que c'est parce que j'ai mis beaucoup de temps à percer. D'accord. Et du coup au début j'ai plein de petits échecs nuls pendant des années. Donc au début, on rigolait pas à mes blagues, j'étais effondrée en larmes et tout, mais c'était 40 personnes qui avaient pas rigolé, tu vois. Après, j'étais là, mes vidéos, elles ont fait très longtemps, 200, 400 vues. Donc en fait, voilà, je pense que quand tu perces très très vite, et en fait, ma vie artistique, elle a toujours été comme ça et tout, donc j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Je sais que je suis une artiste, et il y a ma vie publique, et c'est autre chose. Et en fait... C'est ce que je dis beaucoup. Il y a beaucoup d'anciens élèves de Sciences Po, parce que j'ai fait Sciences Po, qui m'appellent, qui me disent comment on devient artiste. Beaucoup de gens qui me demandent des conseils pour les écoles de théâtre et tout. Et je dis, c'est une trop bonne nouvelle. Tu seras jamais seul. Je dis, parce qu'il y aura toi et ta créativité. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime. C'est que je suis avec une espèce d'ange qui me dit, viens, on fait ça et tout. Je dis, mais arrête. Et tout. Elle me fait, allez. Je fais, ok. Et genre, ça n'a rien à voir avec si ça fait des vues ou pas, tu vois. C'est juste moi qui me tape des barres toute seule, vraiment. C'est vraiment le cœur de mon existence, c'est ça, tu vois. Et donc un jour peut-être ça marchera plus, et ça m'est arrivé que ça marche moins, voilà. Et j'ai toujours cette pote, quoi, qui est là, putain, vas-y, on le fait, quoi. Non, s'il te plaît, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, allez, on le fait, tu vois. Ça sera toujours là, avec ou sans abonnés, avec ou sans haters. Donc c'est ça. Et tu penses j'ai un secret, j'ai un amoureux. J'ai un amoureux dans ma tête. Et tu penses que ce petit ange de la créativité dans notre tête, on l'a tous, et il y en a qui décident de moins l'écouter, ou tu penses que toi c'est vraiment ta façon de fonctionner, de voir les choses, et je pense pas qu'on l'ait tous, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de passion, ou qui décident de ne pas suivre leur passion parce que ça rend fou. On va parler d'amour pour changer. Mais en gros, donc j'ai vécu une rupture amoureuse, et j'ai un pote qui m'a dit, moi je suis super intense, tu vois, tu t'en doutes que genre l'amour avec moi c'est pas tout droit comme il faut, tu vois. Et donc ce mec m'a quitté, et il m'a dit, je me suis toujours vue avec une femme plus traditionnelle.
Et ça m'a rendu, j'étais ouf, tu vois, genre on avait un amour incroyable et tout. Et en gros, il me disait vraiment, il faut que je veux quelqu'un qui garde mes enfants pendant que je vais faire du sport, quoi. Genre, PLS par terre. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais il dit c'est terrible et tout, mais je le comprends. Si son truc, c'est d'être avec une femme traditionnelle, c'est horrible. Moi, je vois la société patriarcale, ça me rend ouf qu'on lui laisse penser ça, tu vois. Mais en gros, mon pote, il m'a dit, peut-être qu'il t'aimait d'un amour fou, mais que cette folie ne le rendait pas heureux. Tu vois, la passion, le déchirement, le désir incroyable, de perdre la tête, de se noyer dans quelqu'un d'autre et tout. Il m'a dit, c'est pas pour tout le monde. Et je peux comprendre que quelqu'un ait besoin de quelqu'un de plus calme et il veut une femme traditionnelle. C'est horrible. J'espère qu'il va se faire défoncer dans les commentaires. C'est une folie de dire cette phrase. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je pense que tout le monde n'a pas cet ange. Et je pense qu'il y a des gens incroyables, merveilleux, qui n'ont pas cet ange de la passion et de la créativité, et qui sont quand même des gens super. Et il y a des gens qui aiment bien finir à 17h, ou faire des projets qui leur prend pas trop d'énergie mentale, émotionnelle. Et c'est des gens super. Voilà. Et le truc, et donc pour les gens créatifs, pour les autres, ceux qui ont des passions et tout, je sais pas si tout le monde a ce petit ange. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment un truc bizarre dans mon cerveau. Je te le développe si tu veux, mais je sais pas. En tout cas, si vous sentez ce petit ange et que vous osez pas le suivre, je vous encourage à le suivre parce que c'est trop rigolo, quoi. C'est vraiment ton pote de toujours, quoi. Genre, c'est incroyable. Et au final, même si d'autres sont déçus, de toute façon, on plaît jamais à tout le monde. Au final, ton petit ange, il sera content, quoi. Ah ouais, non, mais ça, c'est quelque chose que t'apprends sur scène. Il y a peut-être 18% du public qui ne va pas aimer ce que tu fais, quoi qu'il arrive. Parce que quand tu fais du stand-up sur scène, tu montes sur scène tous les soirs dans des endroits qui sont là pour le lieu. Ils sont venus voir du stand-up, ils sont pas venus voir toi. Donc quand t'es connu, parfois ils sont contents d'avoir cette surprise. Et quand t'es pas connu, c'est qui tout double, quoi. Et il y a des gens, ils aiment pas ton odeur, ton physique, mais comme toi, il y a des gens que t'aimes pas. Tu les détestes pas, t'as pas envie de les brûler en enfer et de leur faire du mal. Tu les sens pas. Et donc quand t'arrives à te dire, moi il y a des gens dans la vie que je sens pas et je leur souhaite, il y a des artistes que j'essaie de m'empêcher, mais je les entends à la radio et tout, je suis là, pitié, je fais mon cinéma et tout. Et je respecte énormément ce qu'ils font, en fait. Et si je les voyais dans la vie, tu leur dirais pas ça. Non, bien sûr que non, je leur dirais pas ça. Et surtout, c'est bien qu'ils existent. Et c'est juste que viscéralement, ça me touche pas, ça me dérange. J'aime pas la voix, j'aime pas le ton style. Voilà. Et quand t'acceptes c'est normal qu'il y ait des gens qui t'aiment pas, tu vois. Et il y a des gens qui t'aiment pas. Surprise, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui vous aiment pas, mais même dans vos proches, vos collègues. J'avais un collègue un jour qui m'a dit, ouais, tu sais, je crois que je t'aimerai jamais. Ce truc trop violent, parce que au collège, c'était le genre de meuf avec qui je m'entendais pas. Genre toi, t'étais au premier rang et moi, j'étais le mec au fond de la classe et tout. Et j'ai vraiment fait, ok, est-ce qu'on peut travailler maintenant? Genre, j'étais fascinée. J'avais dit, je suis désolée que t'aies des problèmes avec ton enfance, tu vois, genre, et j'étais là, mais on peut quand même travailler ensemble. Je suis pas là pour que tu m'aimes, en fait. Vous avez grandi. Et moi, il y a même pas que je t'aime ou je t'aime pas. Viens, on fait des projets, tu vois. C'est très puéril. C'est très gamin de faire ça, tu vois. Et de croire que tout le monde t'aime, ça doit être un enfer au quotidien. Si vous pensez ça, je sais même pas comment faire pour être heureux, quoi. Parce que sinon, dès que tu vois quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que tu dis, c'est triste, c'est horrible. C'est quelle horreur. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont soit indifférents, soit qui me détestent, comme dans la vie, sauf que là, c'est plus de 600 000 personnes. Donc on dirait que c'est énorme. Mais dans la vie, c'est une personne sur 12, tu vois, où j'ai pas, je sais pas combien, 18% sur, je sais pas combien ça fait sur 12. Je me complique la vie, là, mais donc voilà. Mais si tu veux qu'on parle de ce petit bonhomme de la créativité, si tu as d'autres questions, il n'y a pas de souci. Non, j'avais... Enfin, là, tu parlais de la scène, ça a été quand même une bonne partie de ta vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer par la suite? Donc ça, c'était la première question. Et toujours là-dessus, c'est pour toi, c'est quoi la différence entre la scène, enfin l'expression quand tu es sur scène et sur YouTube? Parce que j'ai l'impression que dans les deux cas, c'est un moment de ta vie, pas facile souvent, mais ça peut être d'autres choses, que tu as digéré, que tu as analysé et que tu as ressorti sous forme créative.
Et pourquoi du coup la différence entre les deux? Est-ce que tu parles des mêmes sujets? Comment tu fais la part des choses? Donc la différence entre les deux, c'est que quand moi, pas tout le monde, quand moi je vais sur scène régulièrement, donc, par exemple j'ai préparé le Montreux Comedy Festival juste avant la fin du monde, je suis trop contente, genre le Corona c'était 2 mois après, il y a plus eu Montreux depuis, enfin genre donc j'étais là yes, ça s'est fait une lifetime, tu vois, c'est comme l'Olympia quoi, faut que tu les fais, puis après voilà tu passes à autre chose dans ta vie quoi. Et moi quand je travaille à la scène, j'ai l'impression d'être sous coke en permanence. En fait c'est l'adrénaline du public et du coup ça n'est pas sain. Genre c'est pas bien d'être sous coke en permanence. Et donc bien sûr pourtant c'est naturel. Voilà, je ne prends pas de coke, oui c'est naturel, mais ça me rend folle en fait, ça me tu vois, regarde, la dernière fois j'étais chez le médecin, je fais plein d'expériences alimentaires écologiques sur la chaîne Vers chez vous pour voir est-ce que c'est mauvais pour la santé, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est écolo, c'est pas écolo. Et genre il me prend le pouls, je sais pas, donc il regarde mon rythme cardiaque. Et j'étais beaucoup moins excitée que maintenant, tu vois. Alors que je sais pas si c'est vrai que je suis trop contente d'être là. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation. Merci à toi. Et il me dit, alors qu'est-ce que vous faites en France? Parce que moi je vais voir des médecins dans les bleds paumés partout parce que je suis tout le temps en déplacement. Et je lui dis, en fait, j'ai une chaîne qui s'appelle Vers chez vous et on va chez les gens pour mettre en place des initiatives écologiques. Il fait, oulala. Il fait, et genre, en fait, mon pouls était comme ça, et j'ai vraiment fait. Il m'a dit, c'est bon, ça redescend. Et genre, je racontais juste ce que je fais dans la vie. Ouais. Et j'étais en rythme cardiaque accéléré parce que je ne sais pas contrôler ça. Et donc, j'imagine même pas sur scène. Ouais. Parce que je suis trop émotionnelle, je suis trop sensible, je sais pas ce qu'il y a. Mais sur scène, t'es devant 200 personnes ou 2000 qui rigolent avec toi au même moment. Tu les vois, tu vois leurs yeux, leurs sourires. Tu sens leurs vibrations. Moi, j'ai joué à l'Olympia, j'ai fait une première partie. Ton corps, il vibre tellement il rigole, tu vois. Et j'ai l'impression de prendre un shot. C'est de l'adrénaline en vrai, mais de drogue et tout. Et c'est incroyable. Mais je pense pas que je puisse être heureuse en faisant ça régulièrement parce que j'arrive pas à dormir la nuit, parce que le sexe c'est nul, les copains c'est nul, le roller c'est nul. Genre c'est que la scène. Et ça me grise, je n'arrive pas à faire la part des choses en fait. Je dis qui veut autre chose que ça? Personne. Ouais. Genre je suis là, je suis trop amoureuse de la scène et je pense que ça m'a brûlé les ailes dans mon passé. Je me suis épuisée en fait. J'avais plus de vie, je faisais que de la scène. Quand j'ai jamais réussi à me remettre d'un beat, tu vois, genre tu deviens vraiment professionnel quand tu fais pas rire les gens, toi ça te fait rire, tu vois. Et moi, je suis jamais arrivée à cette étape-là. C'est sûrement de l'égocentrisme aussi, mais. Et du coup, tu reçois plus cette. Aujourd'hui. Non. Ouais. Quand tu te prends un bide, tu reçois plus cette énergie, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, comme tu réceptionnes beaucoup, j'ai l'impression, au final, ça fait l'effet inverse. T'ouvres ton cœur, en fait. Ouais. Et si t'ouvres pas ton cœur, en tout cas, moi, si j'ouvre pas mon cœur, j'arrive pas à être connectée avec les gens sur scène. Alors que quand je l'ouvre, c'est trop bien, tu vois. J'arrive, je les sens, je suis contente d'être là, ils sont contents que je sois là. Ça se sent, c'est incroyable. C'est comme si on se draguait en soirée avec quelqu'un, tu vois, c'est l'étincelle de, attends, ils me regardent, je les regarde, tu vois, sauf que c'est 2000 personnes, c'est incroyable. Donc voilà, donc ça, c'est la différence. Je vais refaire de la scène, c'est sûr, mais je sais pas du tout quand, et ça fait 5 ans que je le dis, enfin, 3 ans exactement. Et en fait, je pensais, pendant 3 ans, je disais c'est trop tôt, et j'ai repris là, entre les 2 premiers confinements, et c'était encore trop tôt. Ça va venir, mais je dis pas quand parce que je sais pas, j'essaie de le sentir, tu vois. Donc YouTube, beaucoup plus sain, un scénario, une écriture, et comme tu as très bien résumé mon travail et ça me fait trop plaisir quand tu dis je souffre, je digère, je sors quelque chose. C'est exactement comme ça que je travaille ma comédie. Ça se sent que c'est très réfléchi. Tu vois, sur une vidéo que on en a parlé tout à l'heure en off, mais qui était très dure, j'ai l'impression. Et pour toi et pour nous, tu vois, même qu'il a raconté, on se mettait à ta place. C'était celle sur ta rupture. Et d'ailleurs, elle a été supprimée. C'était volontaire. C'est mon ex qui a demandé à la supprimer. Ok, d'accord. Donc elle a été réuploadée par des abonnés. Et je m'en occupe pas trop. Et elle continue à vivre dans d'autres pays, je crois. Okay. Genre elle est encore autorisée hors de la France, je crois. Mais oui, il a demandé à supprimer la vidéo, donc.
Ouais. Et pour le coup, sur cette vidéo, on sent que, tu vois, t'en as pas parlé tout de suite, même sur les réseaux sociaux en dehors. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas vu venir cette vidéo. Par contre, quand tu l'as sortie, on avait tout, tu vois. Ouais. On avait le départ, toutes les étapes que t'as suivies, et du coup, c'est vraiment un processus, tu vois, quelqu'un, je pense, qui vit la même chose que toi, regarde ta vidéo, ça lui permet un peu presque de prévoir l'avenir. Ouais, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ouais, enfin, c'est vraiment, moi, ou même, tu vois, sur scène, rire de choses très difficiles. Ouais, faut forcément prendre du recul dessus, je trouve. Ça pense les plaies, en fait, de faire rire là-dessus, tu vois. Et je me souviens, à l'époque, je filmais tout, je me suis filmée juste après la rupture et tout. Et j'avais ma meilleure amie, Louane, qui s'appelle Louane Mancho sur YouTube, qui a 200 000 abonnés, qui est une créatrice incroyable. Et elle faisait des vannes à l'époque, et moi, j'écoutais pas ses vannes et j'avais envie de mourir. Mais genre, aujourd'hui, je regarde la vidéo, c'est trop drôle parce que elle avait le recul que j'avais pas. Et heureusement qu'elle était là, tu vois. Et donc, à un moment, je sortais avec quelqu'un qui habitait à la montagne, qui avait, donc j'avais mes skis chez lui, mon VTT, etc. Et on se retrouve il y a le camion de déménagement qui arrive, et on doit monter tout ça dans mon appart, tu vois. Et genre, Louane, elle prend mon VTT dans un immeuble parisien. Moi, j'ai envie de mourir parce que je voulais vivre à la montagne avec lui, tu vois. Et elle dit genre, est-ce que vous avez déjà porté un putain de VTT de montagne dans une cage d'escalier parisienne? Genre, elle est là, genre, je le déteste encore plus qu'elle, tu vois. Genre, non, mais c'est une blague, tu vois, mais, et moi, je dis, ouais, c'est super, j'ai mes skis, j'en avais vachement besoin à Paris et tout. Et à l'époque, j'étais désespérée, mais aujourd'hui, c'est trop drôle. C'est vraiment, je trouve que l'humour, c'est la vie qui reprend le dessus. Et je cite juste un film incroyable qui m'a bouleversé, le plus beau film que j'ai jamais vu de ma vie, je l'ai vu 200 fois, je pense. C'est Manchester by the Sea. C'est pas très connu. C'est avec Casey Affleck, le frère de Ben Affleck. Je crois que depuis, il a été accusé de viol et tout, donc vraiment désolée pour le féminisme. Juste, j'adore ce film, tu vois. Ouais. Et je ne soutiens pas du tout ce qu'il a fait, mais le film est incroyable. C'est un énorme drame que tu vois pas venir. Au début, ça commence par une mort, mais c'est pas triste, voilà. Okay. Tu vois pas venir, tu comprends au bout d'un tiers ou 2 tiers de la vidéo, et t'es genre à terre. Et à un moment, il y a eu un énorme drame horrible, et il y a quelqu'un qui est sur un brancard et qui doit rentrer dans l'ambulance, tu vois. Et donc t'as les pompiers, c'est horrible. Tu viens d'avoir la pire scène du film où t'es comme ça, tu saignes du nez, genre voilà, c'est horrible. Et en fait, ils arrivent pas à rentrer le brancard parce qu'il y a les pieds qui s'ouvrent, le truc qui tombe. Et en fait, c'est la vie. Ouais. Et moi, je pleurais de rire et de tristesse. Et c'est la vie qui reprend le dessus. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc horrible et quelqu'un essaye de mettre le brancard dans l'ambulance, ça fait clang, clang, ça tombe, hop, truc, comme quand tu essayes une poussette, Florence Foresti qui dit comment on ouvre la poussette et tout, le pied qui s'ouvre, le truc qui bloque, machin qui se cogne, le corps qui tombe, enfin, tu vois, genre. Ouais. Et je trouve ça trop bien dans ta vie, ou même quand moi je suis drama queen professionnelle, tu vois, quand t'as une fuite d'eau dans les toilettes, alors que toi t'as juste envie d'être là, je souffre, non, il faut préparer les toilettes, éponger le caca, genre, et c'est trop drôle, trop, genre, donc pour moi la comédie ça vient panser les plaies et c'est la vie qui reprend le dessus, quoi. Ok. Et donc les vidéos c'est plus sain, je finis juste. Les vidéos pour moi c'est plus sain, ça fait beaucoup plus de vues, même si tu fais une scène incroyable, quand elle est pas captée visuellement, quand il y a pas de captation, t'as pas des millions de personnes qui y voient, donc c'est plus intime aussi. Ouais. Tu peux dire, moi, donc là, j'ai eu, donc je suis célibataire et j'ai eu une date la semaine dernière, vraiment un énorme fail, vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est venu au date avec sa meuf. Quoi? C'est possible ça? Drôle, ouais, et c'est vraiment trop drôle. Tout est un enchaînement de catastrophes filmiques. Déjà, ça commence pas bien. Incroyable. C'est incroyable et j'ai trop envie de le faire sur scène parce que bon là l'interview c'est avec plaisir, garde-le et tout, mais parce que cette personne ne verra pas, mais pas parce qu'il méprise ton interview, non mais parce qu'il est pas du tout sur les réseaux sociaux. Non mais t'inquiète. Les gens ne regardent pas tout ce que je fais à la seconde, quoi. Et j'ai trop hâte d'en parler sur scène parce que je peux pas trop en parler quand même en story ou en vidéo YouTube parce que cette personne est un peu dans ma vie, tu vois. Et que c'était drôle parce qu'il savait pas
que moi je l'aimais bien, tu vois, et que je me suis retrouvée comme une grosse victime à accueillir sa meuf. C'était incroyable, c'était hors du temps, j'étais là, je vais mourir, et j'ai trop hâte d'être sur scène juste pour me taper des barres avec 200 personnes qui le raconteront vite fait, mais ça reviendra jamais à ses oreilles, tu vois. Et juste de raconter ça, j'ai trop envie d'aller sur scène parce que c'est intime, on est que nous, et c'est trop drôle, tu vois. Donc la scène, ça permet aussi ça, c'est qu'une fois, tu vois. Le partage est différent, ouais. Le partage est différent, incroyable. Mais bon, je préfère la scène ponctuellement. Ouais. Donc une scène versus une vidéo, c'est la scène. Mais pour ma santé physique et mentale, je suis trop heureuse d'être youtubeuse. Ouais. Mais justement, tu vois, tu parles de le faire ponctuellement pour pas en avoir trop. Et j'ai l'impression que il y a pas mal de choses. On rejoint là un peu le domaine du minimalisme. Au final, il y a beaucoup de choses que tu fais comme ça. Bah, tu vois, le fait de vivre en caravane, Tatiana, du coup, le nom de la caravane, le fait de vivre en caravane pour pas avoir forcément trop de loyer, trop d'espace, trop de dépenses énergétiques. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans ta vie que tu fais de façon minimaliste. Pourquoi incroyable? Bah parce que j'avais jamais eu cette analyse et tu as complètement raison. Ouais, mais tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure la scène, j'aime ça, je vais en faire mais pas trop parce qu'après j'arrive pas à profiter du reste. J'ai l'impression que le minimalisme c'est un peu ça, c'est je réduis pour pouvoir vraiment profiter du reste. C'est trop ça, t'as trop raison. Donc non mais c'est parce que je suis consciente de mon minimalisme matériel. Et je m'étais jamais rendu compte de ça pour la scène, et tu as vraiment raison. Et là, donc par exemple, ça faisait 5 mois que j'étais pas rentrée à Paris, je suis rentrée 3 jours à Paris avant de passer se voir ici et te dire je suis à Lyon, 1 heure, on se voit. Et c'était incroyable d'être à Paris pendant 3 jours. J'ai adoré, j'étais émerveillée par tous les gens. C'était un shot de nouveautés, de différences, de souvenirs, parce que j'ai vécu 29 ans là-bas, tu vois. Et ouais, t'as trop raison. C'est peut-être comme ça que je trouve mon équilibre. Et c'est peut-être comme ça que j'ai jamais trouvé mon équilibre en amour. Parce que je me perds. Je suis là, c'est trop bien. Vas-y, redonne. Vas-y. Mais tu vois, moi la ceinture là. on en parlait en off un peu tout à l'heure. On disait qu'il y avait des gens qui avaient une sorte de minimalisme naturel. Toi, c'est pas ton cas, du coup. Pas du tout, non. Je pense vraiment que je me mets des barrières complètement pour être heureuse, Ah oui, c'est pour être heureuse que tu fais ça. C'est pas pour autre chose, je sais pas, pour être plus organisée, être plus productive. Moi, par exemple, dans le travail, j'essaye d'être minimaliste, tu vois, pour être plus productif. Parce que je sais que la productivité, c'est vachement corrélé à mon niveau de bonheur. Ouais, trop bien, trop intéressant. Je sais pas du tout, si, parce que je me sens plus productive en étant minimaliste. Quand je suis partie de Paris, j'ai tout donné, j'ai donné mon décor, j'ai vendu des caméras, 10% du prix, et des ordinateurs, 10% du prix de ce que ça coûte. Là, je vis en caravane, tous les mois, on va à Emmaüs donner des trucs, tu vois. Alors que t'as pas non plus beaucoup d'espace déjà dans ta caravane. Voilà, il y a une robe que je mets pas 3 semaines, c'est fini, quoi. C'est merci beaucoup, au revoir, tu vois. Genre, des tout petits objets, les gens m'offrent des trucs, je dis non merci. Genre, c'est trop bizarre, tu vois, je dis ça se fait pas, tu vois. Donc, mais j'aime bien les cadeaux éphémères, donc j'aime bien les attentions. Donc, il y a pas de souci, les cadeaux, tu vois. Mais si on me donne des trucs matériels où mon papa, je vais le voir parfois, il va me dire allez prends ça me fait plaisir, regarde je t'ai gardé ça et tout, je dis je ne veux pas, j'ai plus de place, j'ai pas de place. Et je sais pas si je fais ça pour mon bonheur et la productivité, et je pense que je fais ça pour être plus dans l'humain que le matériel. Et pour avoir plus de, enfin tu vois, je pense pas le soir à ma nouvelle robe, je pense pas que beaucoup de gens pensent à leur nouvelle robe le soir, je sais pas, mais il y en a qui doivent se dire je vais avoir un nouvel ordi demain, j'arrive pas à dormir, je suis trop excité. Je pense qu'il y en a, tu vois, qui mais moi je suis comme ça, hein. C'est fini l'interview. Non, je rigole. Non mais attends, non mais en plus c'est arrogant de dire ça, parce que je peux me permettre ça aujourd'hui parce que je gagne très bien ma vie et j'ai été précaire, vraiment pauvre, enfin vraiment pauvre. J'ai toujours eu des amis et des parents qui pouvaient m'accueillir, j'ai toujours mangé, enfin tu vois, donc c'est pas vraiment pauvre. J'ai été un peu en galère pendant 2 ans, et alors bien sûr que là je dormais pas quand j'avais 50 € de plus, donc tellement j'étais heureuse, et surtout je dormais pas parce que j'avais pas 50 €. Donc voilà, donc c'était un peu bourgeois aujourd'hui de dire comment on peut penser à un ordinateur. Non, je retire ce que j'ai dit.
C'est très facile pour moi de dire ça. Mais en tout cas, ouais, ce minimalisme, je me l'impose, c'est sûr. Ouais. Je me l'impose et je pense que c'est ma caravane, c'est pas confortable. Et du coup, c'est toujours mieux. Enfin, je dis toujours oui aux autres choses. Ok. J'aime trop être dans ma caravane, mais si je rencontre des inconnus qui me disent viens manger ce soir à la maison, viens voir ça, viens m'aider, je dis toujours oui parce que alors que quand j'étais à Paris, j'étais dans un super appart les dernières années de ma vie, trop confortable dans le centre, voilà, et je passais ma vie à regarder des films dans mon lit, j'étais fatiguée, j'allais pas dans les bars, j'allais pas dans les restos. Alors que je vivais rue Saint-Maur, genre j'aurais pu le faire toute la nuit de toute ma vie. Et je sais pas, maintenant ouais, le fait d'avoir pas beaucoup de confort, ça me permet de me balader, d'aller plus vite vers les autres, je pense. Il y avait une super phrase que t'as dit en vidéo, c'est dans tes dernières vidéos où on te dit, on te pose la question, je crois que c'est une FAQ, on te pose la question, c'est pas trop petit? Et tu ouvres ta porte et tu dis mais mon jardin c'est le monde. Ouais, c'est ça. Et ça je trouve ça trop bien. Ouais, c'est ça, bah, c'est vraiment ça, ouais. Et ouais, mon jardin c'est le monde. Ouais. C'est et genre parfois je vais chez des gens avec qui souvent ça se passe très bien. Parce que du coup c'est ça, c'est que tu es dans le jardin de personnes, tu demandes si tu peux mettre ta caravane là. Okay. C'est ça. Et mais ils remplissent un formulaire avant, on essaie de voir s'il y a le feeling, etc. Okay. Et à la fois je suis restée vraiment une semaine dans le jardin de gens. À la fin, je vivais chez eux et c'était trop bien. On s'aimait trop, c'était trop bien. J'étais là-bas pour visiter une maison dans leur coin et je devais rester 2 jours, je suis restée 1 semaine. C'était incroyable. Et le soir, j'avais trop hâte, comme si c'était mon mec qui rentrait, enfin à l'époque, tu vois, tu sais quand tu racontes ta journée et tout. J'avais trop hâte qu'ils me racontent leur journée et que je leur raconte ma journée, mais je parle d'un couple de 45 ans, tu vois. Hétérosexuel, pas du tout intéressé amoureusement par moi, tu vois. Et c'est devenu mes amis, tu vois. Et c'était vraiment mes amis, quoi. Et le soir, j'étais là, donc en fait, j'ai avancé sur ça. Je leur demandais des conseils comme si c'était ma famille, tu vois. C'était un rapport très... ça me faisait penser à ma sœur un peu. J'ai 3 sœurs. Mais je disais, ouais, t'en penses quoi? J'ai appris ça sur la maison. Et ils venaient me soutenir. J'étais contente quand ils rentraient. Enfin, c'était... J'ai l'impression d'avoir des foyers beaucoup partout, tu vois. Des foyers amicaux. J'ai beaucoup de foyers amicaux en France. C'est bizarre. Ouais. Qui a déjà dit cette phrase dans sa vie pour moi? Okay. Des foyers amicaux. Et donc, on va pas revenir sur tous les avantages et les inconvénients de vivre en caravane parce que tu l'expliques déjà bien dans les vidéos. D'ailleurs, tous les liens seront dans la description, que ce soit Louane qu'on a cité tout à l'heure ou toutes tes chaînes trop YouTube, bien. Etc. Mais du coup, tu dirais que par rapport, alors que ce soit matériel ou immatériel, si tu faisais la balance aujourd'hui de vivre dans une caravane, tu dirais qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, malgré qu'il y ait de l'humidité, que ce soit petit, qu'il fasse froid, des choses comme ça. Ou est-ce que tu penses qu'à un moment tu vas revenir à un système plutôt sédentaire, étant donné que c'est quand même un peu compliqué parfois? Il y a 1 million de fois plus d'inconvénients que d'avantages. Ok, d'accord. Genre c'est n'importe qui me dit moi aussi je vais faire ça et tout, je suis là, es-tu sûr? Genre vraiment, donc beaucoup plus d'inconvénients. Oui, je vais revenir à une vie sédentaire, pas tout de suite, je sais pas quand ni comment, ça se trouve ça sera un peu sédentaire, un peu caravane, voilà. Et je le fais parce que à cause de la situation actuelle aussi, où les gens vivent leur pire vie et moi ma meilleure, parce que en fait, on est sûr de rien, on sait pas qu'est-ce qui va s'effondrer ou quand, comment, il y a une crise économique énorme et tout, et donc je pense que c'est vraiment le moment. Et je pense que je suis très privilégiée. Je l'ai en partie mérité, mais en partie je suis née avec 2 bras, 2 jambes, blanches en France, à Paris, avec mes 2 parents, confortables financièrement, ils étaient confortables financièrement, j'ai 3 sœurs, j'ai des amis, donc pour moi c'est un privilège blanc incroyable, et non handicapé, voilà. Et en plus j'ai une entreprise que je peux travailler à distance, etc. Donc en fait moi je kiffe ma vie, mais quelqu'un qui a besoin d'aller travailler au marché tous les jours, il peut pas vivre dans une caravane. Enfin voilà, donc c'est
c'est chouette et tout. Et je pense que je l'ai fait parce que j'avais envie de tester plein de trucs et de faire des contraintes, etc. Et pour l'instant, ça me va, mais c'est une vie... Peut-être, j'ai même pas réfléchi si je pouvais vivre toute ma vie comme ça. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Tu vis pas mal dans le moment présent au final. Ouais, je pense, ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, je me suis donné 2 ans. Je me suis dit, je fais ça 2 ans. Ouais. Et si j'ai envie de moins, je fais moins. Et si j'ai envie de plus, je fais plus. Ouais. En ce moment, la ville me manque et tu peux pas avoir une caravane en ville. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Et surtout, tu risques de te la faire voler. Et ça, pour le coup, je suis pas matérialiste, ouais, mais si on me volait ma maison, ça me ferait du chagrin, je pense. Ça appartenait à mon grand-père, c'est une petite caravane qui a une histoire familiale très importante aussi. Mais par exemple, je suis allée à Nantes apprendre à faire du roller dans un skatepark, et j'ai mis la caravane dans le skatepark. Donc ça, c'était incroyable, elle était derrière les modules et tout, c'était incroyable. On voulait trop faire des figures au-dessus. Bon, moi, je suis pas de figure, mais je voulais que la championne de France fasse des figures au-dessus. On n'a pas pris le temps de le faire, on le fera. Mais donc, en ce moment, la ville me manque. Et je peux pas vivre en caravane en ville, donc il est possible que, par exemple, tout l'été, je sois pas dans la caravane, tu vois. Ce qui est dommage, c'est que c'est là où il fait bon, au final. Non. Il fait trop chaud. Il fait bon de mi-mars à mi-octobre. Et en été, c'est plus compliqué dans les endroits sauvages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Donc en fait, là, en ce moment, je peux vivre à côté d'un lac, il y a la gendarmerie qui passe 5 fois, ils s'arrêtent même pas pour me virer, tu vois. Ou alors les gens, ils me virent, mais de façon trop gentille. Genre, il y a la police qui s'arrête devant mon truc, j'ouvre la porte, je fais bonjour. Ils me font bonjour, vous allez bien, et tout, on se présente et tout. Vraiment, on se dit nos prénoms, genre. Ouais. Ils font, vous allez rester longtemps? Je fais, comme vous voulez. Genre, c'est trop drôle, tu vois. En été, ça se passerait pas du tout comme ça, parce que si je m'installais avec une caravane, ça voulait dire que le lendemain, il y aurait 10 caravanes, tu vois. Parce que les gens, ils voyagent beaucoup. Et donc, c'est pas forcément mieux d'être en caravane en pleine saison, genre au milieu du mois d'août et tout, parce que t'es plutôt obligé d'aller dans les campings, ce qui est un peu plus conventionnel, ce qui est chouette aussi, mais voilà. Donc c'est possible que je fasse genre juillet, août en ville et que je reparte en septembre, et en septembre c'est incroyable, parce que t'as quand même des touristes et des rencontres, et le surf et les randos, et pas de neige, ce qui est super quand t'es dans une caravane, qu'il n'y ait pas de neige, et mais t'as pas le monde, la pression de la police, les endroits interdits. Voilà. Ok, très bien. Ouais. J'ai l'impression que dans tout ce qu'on se dit, que ce soit à travers la scène, YouTube, ton entreprise, on n'en a pas trop parlé, mais enfin tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, la façon de t'habiller aussi, le fait d'aller en friperie, de refaire recoudre, découper comme tu veux, etc. J'ai l'impression qu'il y a un mot un peu clé dans tout ça, c'est la liberté. La liberté de faire comme tu l'entends une entreprise, malgré le fait que ce soit pas conventionnel, tu vois. La liberté d'avoir envie d'avoir des gros décolletés, tu vois, tout ça. Est-ce que t'es plutôt d'accord avec ça? T'es psychologue en fait. C'est incroyable. J'adore, c'est super flatteur. Y a beaucoup de gens qui me le disent, et surtout dans des vidéos qui n'ont aucun rapport. Donc je me dis que ça doit transparaître. Il y a plein de gens, tu sais, genre je fais du roller, ou je fais mon room tour de ma caravane, et il y a plein de gens qui disent t'es tellement libre. Je dis ah bon? Donc oui, je pense, mais tu connais Fabien Olicard un peu? Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup dans le milieu. On se voit plus parce que je suis pas à Paris, mais que j'aime beaucoup ses livres aussi. C'est quelqu'un de très doux. Quand je le croise, dans les peu de livres que j'ai, il doit être là. Ah ouais, voilà. Le jaune, c'est ce qui est pas alors le jaune, je l'ai, mais en dématérialisé sur l'iPad. T'as le bleu là. J'ai le bleu et le orange. Le bleu sur être heureux là. Le bonheur se cache dans un coin de votre cerveau. Ah non, ça je l'ai sur l'iPad. Ouais, ok, trop bien. Bon, en tout cas, lui, il dit il faut trouver ses mantras dans la vie, et l'un de ses mantras c'est la liberté, je crois, l'autonomie, etc. Moi, je les ai jamais écrits, ces mantras. J'ai jamais écrit liberté, autonomie, mais je pense que ça transparaît de ce que je veux faire. Mais je me dis jamais je veux être libre. Je me dis plutôt je crois beaucoup aux pensées limitantes. Je pense vraiment que les gens sont persuadés qu'ils peuvent pas faire des choses alors qu'ils peuvent. En France, quand tu es né, quand tu es bien né. Parce que j'aime pas dire tout est possible. J'ai écouté une créatrice qui s'appelle Is No Good, qui fait que de la mode éthique et qui fait des décryptages de est-ce que c'est du greenwashing ou pas de la part de marques de fast fashion.
et elle lisait, elle essayait de savoir si les Stan Smith, il y a des nouveaux Stan Smith green, parce qu'il y a un morceau qui est fait en plastique recyclé ou je sais pas quoi. Elle disait est-ce que c'est vraiment green et tout, et elle lisait leur slogan Adidas, nothing is impossible. Et elle disait, mais très sincèrement, sans aucune vanne, elle disait je suis désolée, mais les gens qui font les baskets, quand tu travailles 80 heures par semaine, que t'as pas les moyens de te payer un loyer ou d'envoyer tes enfants faire des études, il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles. Ouais, non, mais c'est sûr. Et on dirait que c'est une vanne tellement c'est... Et en fait, elle c'est pas du tout son credo, la comédie. J'ai éclaté de rire, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles, tu vois. Donc, en tout cas, avec mon statut de privilégié, et le statut de beaucoup de gens privilégiés en France, il y a des gens qui se mettent des pensées limitantes. Genre, vraiment, ils sont là, c'est pas possible. Et quand tu creuses, c'est possible. Bon, je comprends, les ruptures, c'est difficile, mais je peux pas quitter cette ville. C'est impossible, je peux pas quitter cette ville. Et moi, j'y étais, avant de partir en caravane. C'est possible de quitter cette ville. Non, mais j'ai pas assez d'argent. Mais t'as pas assez d'argent parce que tu payes 1 000 € de loyer, 200 € de charge, voilà. Et en fait, si on avait tous le temps et l'énergie d'aller au bout de nos pensées limitantes, où j'ai peur de partir de Paris parce que j'ai peur de ne pas avoir d'amis, j'ai peur de pas avoir d'appart, et j'ai peur de pas avoir de pas aller au théâtre, j'en sais rien, tu vois. Si tu creuses chaque truc, j'ai peur de pas avoir d'amis. Si tu dis si je n'ai pas d'amis, je m'inscrirai à un club de badminton pour m'en faire. Si je n'ai pas d'amis, je me débrouillerai pour voir mes amis parisiens, mais dans d'autres endroits, je les inviterai chez moi. Si je n'ai pas d'amis, j'apprendrai à être mieux avec moi-même, tu vois. Donc en fait, il y a plein de pensées limitantes, c'est juste, ça bloque ton cerveau. Il faut creuser autour ou trouver d'autres chemins, et c'est la voie du bonheur, tu vois. Et surtout, il y a plein de gens qui ont des rêves et qui se disent c'est impossible parce que rien, en fait. Parce que la peur. C'est parce qu'on a tous peur, et c'est normal. Et donc je crois aux pensées limitantes. Je sais pas si j'ai besoin de liberté, mais à chaque fois que j'ai peur, j'y vais. C'est incroyable. Genre, vraiment, l'un des trucs les plus fous que j'ai fait cette année, c'était apprendre à faire du roller dans un skatepark. Et je me chiais dessus, quoi. J'étais en haut de modules de 3,5 m. Je pleurais. J'étais, mais je vais mourir. Et j'allais pas mourir. J'allais pas mourir. Et je suis tombée plein de fois et ça faisait pas si mal, tu vois. Ce qui faisait mal, c'était les courbatures. Vraiment. Pas de la chute, des courbatures de sport. Et en fait, donc tu mets tes roues, donc t'as des roues qui roulent, et tu les mets sur une barre de métal comme ça au milieu, et tu laisses ton corps tomber, tu vois. Tu te jettes dans le putain de vide. Mais j'ai fait du parapente. C'est beaucoup plus dur le roller en skatepark. J'ai fait du parapente, j'ai volé 9 fois toute seule dans le ciel, seule avec des manettes d'une voile sans moteur. Et là, ça faisait beaucoup moins peur que le roller, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, le roller, c'est toi qui décides. Et au parapente aussi, tu cours, mais en fait, tu cours un peu sur du plat qui tout à coup devient bas, et l'aile t'emporte, en fait. Donc tu cours sur du plat, et au bout d'un moment, tu t'envoles. Voilà, tu t'envoles. Au bout d'un moment, tu t'envoles. Parce que voilà, mais c'est pas je saute d'une falaise, ça c'est du base jump. Ouais. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un autre sport encore. Et le roller, tu te jettes dans le vide. Et pendant 10 secondes, tu vas à j'en sais rien à combien, mais moi dans ma tête, j'ai l'impression que c'était 70 à l'heure. Enfin, et j'avais trop peur et je pleurais et je savais qu'il fallait que je le fasse. C'est bizarre, c'est un peu sado, je sais pas. Et je suis trop fière. Ça a changé ma vie pour toujours. Ok. Voilà. Et tu parlais de pensée limitante là un instant. Ouais. Et bon, on peut dire que t'es féministe. Oui. Ouais, très féministe. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir aussi quelle est ta définition, toi, du féminisme. Ouais. Parce que moi, je pense que j'ai beaucoup à apprendre aussi là-dessus. Trop bien. Mais ouais, et j'ai l'impression dans les quelques interviews, etc., que j'ai écoutées où tu parlais de féminisme, que justement t'expliquais aussi que évidemment il y a un problème d'égalité, mais tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais que il y a aussi un problème de façon de penser de la part des femmes qui font qu'elles ont des pensées limitantes sur ce qu'elles peuvent en fait vraiment faire, comme toi créer ton entreprise ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Alors je pense que mon opinion a évolué depuis. Ok. Alors oui, je pense que les femmes ont des pensées limitantes. Par contre, aujourd'hui, je pense que c'est pas de la responsabilité individuelle. Oui.
Donc c'est comme, encore une fois, ça m'énerve trop les discours, quand tu veux, tu peux, ça dépend d'où tu viens, en vrai, tu vois, moi je suis devenue humoriste, les gens, au début je disais vachement, tu peux le faire, lance-toi dans ton rêve et tout. J'ai pu le faire parce que je savais que si ça allait pas, je pouvais dormir chez papa-maman. Enfin, tu vois, donc c'est très bourgeois quand même de dire, non mais faut foncer, enfin, j'ai pas envie de devenir la meuf de droite qui dit, il faut juste se sortir les doigts du cul, genre je sais plus qui, je crois que c'est Macron. Faut traverser la rue, non, pour trouver un job. Oui, voilà. Faut traverser la rue pour trouver un job. Il y en a beaucoup qui la traversent depuis quelques mois, il y a rien en façon. Ouais. Ça me rend ouf. Bref, ça me rend ouf. On va pas commencer à parler de politique, mais ça me rend ouf. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pensées limitantes, mais je pense que c'est pas de la responsabilité individuelle. Donc je dis pas c'est la faute des hommes ou c'est la faute des femmes. Mais je pense que les femmes sont 10 fois plus capables, 100 fois plus capables que ce qu'elles pensent. Mais je pense pas du tout que c'est de leur faute. Je pense que, enfin, moi j'ai travaillé dans une entreprise d'hommes très masculine et c'était incroyable comme il n'y avait pas de place pour moi, quoi. Ouais, c'est ça. C'était des combats de coq en permanence. On mangeait ensemble le midi. Il y avait toujours les deux mêmes mecs qui faisaient leur intéressant de façon assez méchante. Tu sais, c'était de l'humour assez dévalorisant pour les autres. Et genre, le repas, en temps normal, c'était on échangeait sur les projets les uns des autres. Et ils arrivaient, ils faisaient leur spectacle, tu vois. Donc ils faisaient le spectacle et tout le monde était un peu gêné, rigolait. Et plus personne n'osait sortir quoi que ce soit parce que dès que tu devais sortir quelque chose, c'était une punchline. C'était oppressant de ouf. Il y avait pas de place pour l'émotion, pour le doute et tout. Et genre maintenant je travaille avec des femmes et des hommes, majoritairement des femmes et tout. Et s'il y a une femme qui est timide, tremblotante pour un truc ou se dévalorise et tout, moi je sais ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur, tu vois. Donc je lui dis genre tu veux m'en parler, pleure un coup, tu peux le faire parce que je sais que Nelly d'Étienne est une femme tellement douée qui a des talents de réalisatrice incroyables et tout. Et pour un même mec de son même âge, je suis sûre que le mec, ça fait 6 ans qu'il dit je suis réalisateur, tu vois. Et elle l'a jamais dit. Elle a jamais dit je suis réalisatrice, alors qu'elle est réalisatrice. C'est juste que elle a entendu 10 fois moins de femmes dire je suis réalisatrice. Elle a vu 10 fois moins de crédits de femmes réalisatrices. Moi, le nombre de mecs que j'ai rencontrés qui disent je suis producteur, ils ont fait un court-métrage, quoi. Moi, j'étais productrice avant de connaître le mot productrice. Je mettais des gens ensemble, je donnais de l'argent, je disais l'argent il va là, je fédère, on va faire ce projet, pour que ce soit bien, il faut qu'il y ait tel chef d'éco. Je savais pas que c'était productrice. Je manageais de l'argent dans un projet, tu vois. Et en fait, il y a trop de gens qui disaient je suis producteur, j'étais là, waouh, et c'était un peu mystérieux. Il y avait un peu un flou, trop d'hommes, tu vois. Une espèce de blur, et j'étais il est producteur. Et en fait c'est des gens qui savaient pas produire. Mais il y a des producteurs qui savent produire, tu vois. Et en fait c'est parce qu'on leur a laissé voir cette possibilité. On les a sûrement accueillis en master ou en école de théâtre en disant après ce master vous pouvez être producteur. Les filles elles ont jamais entendu après ce master vous pouvez être productrice. Elles ont même pas entendu le mot. C'est pour ça on peut pas parler d'écriture inclusive ou à l'oral et tout. Mais je trouve ça trop important parce que j'ai fait un stage j'ai fait une formation où j'allais voir des jeunes dans toute la France, ça s'appelait Toi-même tu filmes, un programme avec YouTube, pour les aider à faire des vidéos YouTube, quoi. Et donc, on était avec des groupes d'ados de 5-6 personnes, et on devait poser la question, qui veut être réalisatrice ou réalisateur? Il y en avait plein qui disaient, qui veut être réalisateur? Il y avait aucune fille qui levait la main. Genre, aucune fille qui levait la main, c'est impossible. Elles étaient même pas incluses dans ce qu'on leur demandait. Incluses? Incluse, je crois. Quand c'est féminin, faut au moins l'utiliser. Ouais, c'est clair. Pas sûr. Et qui veut être réalisateur? Il y a aucune fille qui a dit moi je veux être réalisateur. Enfin, genre ça allait trop vite. C'était un tout petit truc. C'était pas genre on signait le diplôme de réalisateur, tu vois. Donc tout ça pour dire que oui, les femmes, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous pensez, grâce à vos amis, mais grâce aussi à votre confiance en vous, grâce à démonter les pensées limitantes et tout. Et je sais que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ouais. Mais comme tu le disais, en fait, c'est des pensées limitantes qui sont collectives aussi. Qui sont collectives, qui sont politiques, qui sont politiques. Ouais. C'est au-delà de collectif. Si on dit aux femmes dans les entreprises, vous pouvez très bien aller prendre le poste du dessus,
mais qu'au-dessus ils se disent bah non, jamais aucune femme. C'est ça. Je comprends pas pourquoi les femmes elles viennent pas voir. J'ai rencontré Amixem et j'ai beaucoup de respect pour son travail et tout, qui était super et tout, mais il m'a dit c'était quand je travaillais avec Pierre Cross, il me dit oui, Pierre Cross il a eu de la chance de te trouver et tout, donc c'était sympa, c'était un débat intéressant. Et Amixem, je le trouve humainement, je le trouve très doux, très intelligent, très à l'écoute, très posé. Enfin, j'avais adoré cette rencontre, tu vois. Et il m'avait dit, moi je trouve pas de fille. Tu sais, il avait fait la Redbox, donc c'était encore pour travailler avec lui, tu veux dire? Ouais. Il y a pas de youtubeuse. Et j'avais pas eu le temps de lui dire, tu vois. J'étais là, en fait, il faut plus chercher parce qu'elles sont plus cachées ou elles ont que 5000 abonnés alors que parce qu'en fait, elles ont pas été partagées par des potes, etc. Et quelques mois plus tard, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec lui, mais quelques mois plus tard, il a embauché 3 comédiens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comédienne. Tu vois, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de comédienne, tu vois. Et après, je comprends, c'était des choix artistiques et professionnels, il était peut-être plus à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui. Mais quand il m'a dit, il n'y a pas de youtubeuse, j'avais envie de lui dire, je pense proportionnellement, à l'époque, il y avait peut-être 10 ou 15% de femmes sur YouTube, ça a beaucoup changé et tout. Elles sont moins vues, elles sont moins partagées, il y a moins d'entre-soi. Elles sont moins visibilisées par Pierre Cross, Amixem, voilà. Et encore Pierre, il fait un gros travail quand même. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a pris une Camille. Ouais, qui est incroyable, qui était monteuse avant. Ah ouais, ok. J'ai trop de respect pour Camille. Je trouve ça génial ce qu'il fait. Et j'ai toujours trouvé, vous étiez incroyables les monteurs de Maison Grise, mais j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure monteuse. Genre vraiment, on avait un feeling. Elle était intelligence modeste, bosseuse, femme incroyable. Il a pris Camille, il a pris moi, puis j'étais pas facile, quoi. Enfin, tu vois, donc c'était un gros risque pour lui. Non, Pierre, il travaille sur ça. Et c'était incroyable de parler de féminisme avec Pierre. C'était trop intéressant, parce qu'on n'avait pas les mêmes avis, mais on s'écoutait vraiment. Et du coup, à la fin, on y prenait goût. Il venait me voir, il me dit oui, on m'a dit ça, et du coup, moi, je pense pas que. Et du coup, on avait un vrai échange. J'ai adoré parler de féminisme avec Pierre. Et aussi, il m'a aidé. Pas à l'édulcorer, mais à le rendre plus accessible, mon féminisme. À essayer à aller chercher très large et faire semblant que je suis pas féministe. Pour et parler aux gens. Ouais, c'est ça. Je trouve beaucoup en travaillant dans l'écologie, dans le féminisme, que parfois t'arrives à un entre-soi. Par exemple, je comprends que, enfin, tu parles en écriture inclusive, ça peut surprendre les gens. Tu parles en écriture inclusive, je sais pas si ça se dit, mais voilà. C'est pas ça le plus important, c'est très important, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre où en sont les gens pour les amener peu à peu vers ton chemin. En tout cas, c'est comme ça que je travaille le féminisme. Et Pierre, il m'a aidé à rendre ça accessible, et surtout drôle, quoi. Tu vois, drôle, de montrer toutes les conséquences négatives du sexisme plutôt que de dire le sexisme, tu vois. Et ça m'a trop aidé. Et dans ma création, ça m'a fait évoluer de ouf et tout, de me dire je veux parler à tout le monde, même des gens qui sont pas familiers avec le féminisme, et j'ai envie de les convaincre que c'est chouette. Ou de les faire réfléchir sur des choses où ils pensent que c'est normal, en fait c'est pas normal, tu vois. Notamment pour le domaine des entreprises, on parle souvent de quotas, tu sais, faire la parité et tout ça. Donc par exemple, tu vois, si ça avait été vraiment imposé à fond, tu vois, dans une entreprise, par exemple, Amixem, il aurait été obligé, je sais pas, tu vois, de prendre moitié-moitié. Ma question là-dessus, c'est que, enfin, je te pose cette question parce que t'es plutôt avancé sur le sujet en matière de réflexion et ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Moi, j'ai l'impression que les quotas, c'est un peu un pansement mais qui va jamais durer, et qu'il faut plutôt laisser je recommence, mais faut plutôt en fait réussir à inculquer une façon de penser à tout le monde qui est la même et de pouvoir ainsi laisser des chances à tout le monde. Mais après, peu importe qu'il y ait toujours 80% d'infirmières et 20% d'infirmiers et 80% de pompiers et je sais même pas si on dit pompiers. De laisser faire les choses. Ouais. Tu vois, de laisser faire les choses, mais de travailler plutôt sur comment faire pour avoir une égalité similaire. Parce que je trouve que les quotas, en fait, c'est pour l'image, tu vois. Ouais. C'est mon point de vue, mais c'est moi, je pense que c'est une solution de triche à long terme, mais je pense que c'est essentiel et nécessaire à court terme. Ok. Je pensais pas ça avant, parce que pour aider au changement, justement. Ouais, pour aider au changement, ouais, c'est clair.
de féminiser des milieux qui sont très masculins, etc. Bon, à Mixem, c'est compliqué parce que, enfin, la Redbox, c'est compliqué parce que c'est des trucs artistiques, donc si tu tapes pas des barres avec quelqu'un, voilà, c'est compliqué. Mais alors, attends, comment je vais expliquer ça ? Les femmes s'imposent dans l'espace et dans les idées, dans les prises de décision financières différemment que les hommes. Ouais. Donc par exemple, j'en parlais, j'avais écouté une interview je l'avais vue en live d'ailleurs, de Mercedes Hera, qui est la fondatrice, ou en tout cas qui est arrivée très très tôt, je crois que c'est pas la fondatrice, mais deuxième fondatrice quoi, de BETC, qui est une des plus grosses agences de pub d'Europe, et très créative, ils ont eu 10 000 prix, etc. Pas que j'admire spécialement la pub, mais voilà. J'admire cette femme incroyable qui est tout le temps sur des talons de 8 cm, qui a eu 5 ou 6 fils, et qui dit « Ah, moi j'adore être enceinte et tout, c'est super, ça pousse tout seul, ça sort et tout. » Elle dit « Ce qui est difficile, c'est de les élever. Là, c'est plus compliqué. » Et elle disait « Ouais, la dernière fois, je me disputais avec mon fils, et il a dit « Ouais, je vais pas passer le bac, et de toute façon, je serai secrétaire. » Et elle a dit « Je suis pas sûre que t'en aies les compétences d'être secrétaire. » Vraiment. Elle parle comme ça de son fils. Bon courage pour les années de filles à venir. Elle a dit « Franchement, je pense pas que t'aies les compétences d'être secrétaire, quoi. C'est pas pour te vexer, mais c'est très dur d'être secrétaire. » Et elle disait un truc incroyable. Elle disait les femmes travaillent plus, dans son entreprise en tout cas. Elle me disait les femmes travaillent plus. Si j'ai besoin de faire un truc très minutieux, très bien fait, qu'il y a pas une erreur, pas une ligne qui est pas bien et tout, je vais le donner à une meuf parce qu'elle va bosser comme une acharnée, elle va tout faire parfait, etc. J'ai confiance en elle plus que dans les hommes de mon entreprise, tu vois. Elle disait mais si je veux que quelqu'un vienne faire le show ou vendre une présentation de ouf, sans balbutier, trembler, se remettre en question et tout, je vais demander à un homme, tu vois. Et elle dit, les femmes vont apprendre des hommes et les hommes vont apprendre des femmes. Et après, j'en arrive au quota. Et elle disait, la dernière fois, il y a une meuf qui était en panique, qui était dans le conseil de direction et tout, qui arrivait à chaque fois aux entreprises, où il fallait lire des rapports de 70 pages sur la semaine d'avant, et elle arrivait toute tremblotante, en transpirant, elle avait passé la nuit à bachoter les trucs, et elle arrivait pas à parler au conseil, à lever la main en disant, elle disait, selon la page 72 du point 4 et tout, et elle me dit, cette fille un jour vient me voir, et elle me dit, Mercedes, est-ce qu'on peut se voir s'il te plaît? Je suis pas à l'aise dans les conseils d'administration, j'y connais rien, j'ai pas d'entreprise énorme, mais je voudrais parler avec toi de comment je pourrais m'améliorer et tout. Et elle dit comme ça, viens à l'heure du rendez-vous. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je m'en fous des conseils d'administration, tu vois, j'adore ça. Et elle dit, la meuf, elle vient. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour préparer les conseils d'administration et tout? Elle dit, je lis toutes les pages, du coup je mets des marqueurs et tout. Elle dit, ok, elle fait, les lis pas. Elle fait, quoi? Elle dit, tu crois que les mecs qui sont comme ça sur leur chaise là, qui font non, ouais, moi je pense qu'il faudrait faire ça. Elle dit, tu crois qu'ils les ont lus les 70 pages de résumé hein? Et elle a dit, tu les lis pas, je t'arrête de lire. On s'en fout. Genre, je veux que tu sois là dans le moment présent, tu vas en parler sur comment on interviewe bien et tout. Je veux que tu viennes là et que tu donnes ton avis sur des trucs, que tu rebondisses et tout, et je veux pas que tu lises les putains de trucs qu'il faut lire. Et elle a dit, à partir de ce moment-là, son rapport a complètement changé, elle s'est imposée dans les conseils d'administration, etc. Donc c'était intéressant. Et pareil, elle disait, il y a des mecs qui friment et tout, ils sont rien branlés, tu sens que derrière, il y a rien, et j'ai envie de leur envoyer à la gueule leur truc, parce qu'ils sont là à frimer, à flirter, à surdir tout le monde, à donner des tapes dans l'épaule, et je suis là, en fait, il fallait travailler hier soir, tu vois. Parce que là, ce que tu nous as pondu comme idée, c'est de la merde. Et genre, c'était vraiment incroyable, parce que tu n'as pas regardé le produit, en fait. Tu proposes une campagne marketing de yaourt au mauvais endroit, genre vraiment, tu vises la mauvaise cible, tu vois. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut des quotas? Parce que quand tu travailles avec plus de femmes qui ont plus de timidité, je déteste dire ça, mais souvent plus de pincettes. T'as vu, j'ai pas dit plus de douceur. Qui prennent plus de pincettes, qui vont être beaucoup plus à l'écoute, dans l'observation, etc. Quand il y a trop d'hommes, elles se font écraser par leur prise d'espace, leur prise de parole en public, leur assurance. Tu vois, moi, quand je vais vers ma boîte, c'était un pote qui, à l'époque, m'avait dit, eh bien sûr, ouvre ta boîte, t'as déjà une boîte. Il me disait, t'as déjà une boîte. T'as de l'argent qui rentre sur ton compte, tu payes des gens, pour l'instant au black, parce que je savais pas ce que je faisais à l'époque, pour faire des films. Il me dit, Swan, t'as déjà une entreprise. Allô. Et en fait, moi, je l'ai ouverte 4 ans après lui. Et lui, il a un pote sûrement, il a 3 potes autour de lui qui ont ouvert une entreprise.
il a croisé un comptable qui a dit ah bah si tu veux je te montre comment on fait des statuts et moi j'étais là il faut ouvrir une entreprise avoir une mallette et alors j'ai fait Sciences Po Paris et j'ai fait des cours d'entrepreneuriat tu vois donc tu te dis j'étais quand même la plus destinée à ne pas avoir peur d'ouvrir une entreprise tu vois et quand il m'a dit ça j'étais là waouh et genre les barrières sont tombées autour de moi je suis allée voir le comptable il a fait il était temps que vous veniez quoi parce que je suis vraiment arrivée avec une tirelire et j'ai dit je voudrais payer des gens et des caméras mais je sais pas comment faire et il a fait putain on va cleaner tout ça parce que c'est le bordel tu vois. Et en fait, c'était pas du tout insurmontable d'ouvrir une entreprise, tu vois. Il y a un peu de paperasse administrative, mais enfin depuis quand les femmes ne savent pas faire les paperasses administratives, ça n'a pas de sens. Autant que les hommes, tu vois, genre. Et genre moi quand je suis dans des milieux trop masculins, pas quand il y a trop d'hommes, hein, quand c'est trop masculiniste, quand on m'écoute pas, quand on m'interrompt, quand c'est un sujet mes décolletés, quand c'est un sujet le fait que parfois je m'épile pas, quand mais un sujet un peu trop lourd quand on me fait beaucoup de blagues sur c'est moche et c'est arrivé tu vois je ne dirais pas avec qui mais c'est aussi un moment où on me parle pas de comment j'ai grave géré mon dernier film comment où est-ce qu'on met cet argent comment on aménage la lumière de mon studio on me fait des blagues sur ma robe tu vois ça me fait perdre du temps en fait et du coup je pense que c'est très très sain d'être avec plein de gens différents. J'ai été dans une entreprise aussi où ils faisaient beaucoup de blagues racisées. Tu sais, ils faisaient des blagues sur les noirs et tout. J'étais là et moi j'étais pas du tout à l'aise avec ça, je voulais pas et tout. Je dis allez on rigole et tout. Je dis bah en fait il y a pas de noirs dans l'entreprise. Donc peut-être on fait des blagues quand il y aura des noirs dans l'entreprise, tu vois. Ce qui prouvera qu'il n'y a pas un problème dans avec votre embauche. Moi j'ai pas de noirs dans mon entreprise. De toute façon c'est interdit la malveillance dans mon entreprise. Genre il y a pas un mot, il y a pas une personne qui parle mal d'une autre. C'est impossible, ça n'existe même pas. C'est même pas possible, tu vois. C'est pas interdit, c'est que ça ne vient pas sur le tapis. C'est parce qu'il y a que de la bienveillance, de l'écoute. On s'entraide tous, on travaille tous ensemble. Il y a plein de défauts. Hein. C'est pas du tout parfait et tout. Mais voilà. Bon bref, je m'éparpille. Je suis désolée. Non. Mais en gros, les quotas, je trouve ça très important parce que t'es avec des gens différents. Et s'il y a la moitié de personnes qui dirigent l'entreprise qui sont des femmes et d'autres des hommes ou s'il y a des gens racisés et tout ils vont avoir une opinion différente mais qui est valable et peut-être que la meuf elle va pas s'imposer en disant ah ouais allez je te tape dans le dos et viens on va jouer au basket ou on va au foot dimanche ce qui est prouvé c'est des endroits de sociabilisation entre mecs tu vois mais qui va dire bah moi j'avais peut-être pensé à cette petite idée qui est mignonne nanana. En fait c'est une brillante idée sauf qu'elle a dit petite elle a dit mignonne elle a dit peut-être parce qu'elle a été sociabilisée comme ça. Mais si c'est une femme qui décide et tout, entre femmes, bah tu vas plus l'écouter, tu vas plus dire, elle a dit petite mignonne peut-être, je sais pas, mais tu vois le potentiel de son idée. Alors que si elle est noyée au milieu des mecs qui disent non mais c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire, genre bah forcément tu la regardes moins, tu l'écoutes moins, elle parle moins fort, elle est comme ça, elle regarde, tu vois. Et donc moi je crois trop en les quotas, je pense que c'est nécessaire, mais bien sûr. C'est encore la question de quand tu l'imposes à des gens qui vont faire les choses pas bien ou qui vont dire bah je rêvais de travailler avec Jérôme et on m'a filé Philippines et bah ils vont être contre et du coup ça va pas marcher donc c'est peut-être pas la solution de les imposer mais en tout cas essayer d'avoir de la diversité dans son entreprise et moi j'ai des hommes et des femmes qui travaillent pour moi je trouve ça vraiment sain et parfois je me force à plus écouter certaines personnes qui sont plus timides ou qui le disent autrement ou qui sont moins sûres d'elles. Mais leur idée est géniale. Mais on les a shamées toute leur vie parce qu'elles n'avaient pas les critères de beauté qu'il fallait. Elles ont été dans des écoles de cinéma avec des mecs à qui on avait offert une caméra quand ils avaient 14 ans, donc ils géraient mieux la caméra, alors qu'elles avaient besoin juste d'une heure de plus pour comprendre les fonctionnalités, tu vois. Sauf qu'elles étaient au milieu de ces gars qui disaient « Non, attends, moi je connais bien... » Ça cadre large, t'as pas cette optique, et il en faut pas plus pour être impressionné au début par les caméras, tu vois. Moi, j'ai mis des mois à apprendre à me servir d'un GH5, je voulais pas, je voyais bien qu'il y avait des mecs qui le faisaient mieux que moi, tu vois. Et donc, je pense que c'est sain d'avoir des voix différentes, des façons de s'exprimer différentes, des gens qui sont pas là pour frimer. Genre, moi, dans mon entreprise, c'est moi qui frime, c'est moi qui suis devant la caméra, et heureusement, comme tu dis, qu'il y a des gens différents, des suiveurs, des gens qui ont moins envie de crier et tout, qui vont juste dire une phrase, et toi t'en as dit 70, mais ils vont la dire de façon super pertinente, et c'est une trop bonne idée, tu vois. Ça va tout changer. Et voilà.
C'est voilà mon opinion. C'était très long. Non, bah t'inquiète, c'est hyper cool. D'habitude, j'ai 2 autres petites parties dans le podcast, une partie actualité, mais au final, on y a déjà pas mal répondu en fait aux 2 questions que je voulais poser sur l'actualité. Donc, c'était sur les quotas notamment, sur l'écriture inclusive dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà. L'écriture inclusive, je trouve ça très important et trop bien. Je trouve ça très difficile à mettre en place. Donc moi, je fais les 2. Je dis, par exemple, je cherche une réalisatrice ou un réalisateur pour mon prochain film. Ou une autrice. J'essaie que ça s'entende à l'oral, mais je dis les 2. Donc j'écris les 2. Parce que je sais pas bien écrire l'écriture inclusive. C'est compliqué. Déjà on fait des fautes, tu vois. Et voilà, mais j'essaie de dire les 2. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. Et je trouve ça important. Surtout à l'oral, je trouve ça très important. Trop bien. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des petites questions dans le chat, au moins une en tout cas. Donc, je te propose qu'on regarde ça. Ça part en live dans le chat et c'est à vous de poser les questions. J'ai vu qu'il y avait une question notamment donc de Shina. Donc, je pense qu'il est une fille, mais je suis pas sûr parce que c'est un pseudo. Qui dit coucou, des petits conseils pour vivre en caravane. Beaucoup d'humilité. Non, il faut ne pas avoir peur de bricoler. C'est vraiment important. Donc moi, je savais pas du tout bricoler il y a 1 an, donc il y a pas de souci. Mais maintenant, j'ai de la corne sur les mains à force d'utiliser la perceuse et tout ça, tu vois. Donc parce que tout se casse tout le temps. Un placard qui s'ouvre, une assiette qui se brise, une poignée qui fonctionne plus, un matelas moisi, un truc qui se déchire et tout. Donc il faut aimer ça. Si chez toi tu mets 8 mois à changer une ampoule, pas par flemme, mais parce que c'est vraiment l'enfer pour toi de faire ça, tu vas pas être heureux en caravane. Mais bon, tu peux le devenir. Hein. Moi, je changeais pas les ampoules. Hein. Mais bon, il faut savoir que tu vas pas mal passer du temps à bricoler quoi, et à casser des trucs en permanence parce que tu te cognes partout, alors que je fais 1m53, donc faut le faire quand même. Voilà. Très bien, bah merci. Moi, il y a 2 questions que je pose à tous les invités à la fin de cette interview. La première, c'est est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie, toi, qui tu penses t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui, ou si t'as pas eu de déclic, quel est le conseil que tu donnerais à la Swan d'il y a 6-10 ans? Oui, j'ai eu un déclic. J'avais 19 ans, j'étais en licence 2. Et je suis montée sur scène pour un truc étudiant à l'Arrache, à la salle, c'était dans la salle Poirel à Nancy. Et en gros, j'ai fait un quart d'heure seule sur scène et j'ai eu une standing ovation. Et j'ai dit, ça c'est ce que je veux faire. J'aime bien. Depuis, j'ai plus jamais eu de standing ovation devant 700 personnes, mais c'était un petit spectacle nul, enfin pas nul mais étudiant, un peu rigolo et tout, et j'avais écrit un truc à l'arrache drôle et tout, et j'avais complètement lâché prise, et c'était incroyable. Donc là je me suis dit je veux être humoriste. Alors le conseil d'il y a 6-10 ans, je me dirais tu vas complètement y arriver, et ton intuition c'est la bonne, vraiment. Tu le sens. De toute façon moi c'est souvent comme ça, j'ai une idée dans la tête, je suis là non allez ok. C'est le petit bonhomme. Le petit bon, d'accord, t'as gagné, quoi. Donc, les idées farfelues qui montent dans la tête. J'ai décidé en 2 jours de vivre dans une caravane. Hein. Et Loane, elle était là, non, Swan, et tout, arrête, c'est trop, et tout. J'étais là, c'est sûr que c'est ça que je vais faire. Voilà, donc je sais pas. Tu sais, comme tu l'as remarqué, je vis pas du tout dans le passé ni dans le futur. Ouais, t'es beaucoup dans le moment présent. Ouais, voilà. Il y a 10 ans, non, voilà ce que je dirais. Je dirais, il y a plein de chemins. Parce qu'il y a 10 ans, j'admirais beaucoup Kian Kojandi, par exemple, qui est un ami, qui est une connaissance que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de bienveillance, et je pense qu'il a beaucoup de bienveillance pour moi. Donc le mec qui a créé Bref. Et en gros, à l'époque, quand je commençais à être humoriste, j'admirais beaucoup certains humoristes, dont Kian, et je me disais, faut tout faire comme lui. Tu vois, et lui, il est super perfectionniste, il travaille comme un malade pour tous ses projets. Navo est un peu comme ça aussi, du coup les deux se complètent vachement là-dedans, quoi. Il s'arrête pas de travailler, tu sais, genre, ils doivent être fatigués. Et en fait, j'estime avoir réussi, parce que je vis de mon métier et que je suis très heureuse, en gros, c'est ça la réussite pour moi. Et pas du tout comme Kian, et je suis pas du tout perfectionniste.
Mon équipe, elle me tuerait si elle m'entendait me dire ça. Elle serait là, putain, pourquoi tu me fais autant de retours sur mes montagnes? Et du coup, j'ai vraiment percé pas du tout comme ce que je croyais. Je me suis mise à YouTube parce que Norman faisait des vidéos et j'ai pas le succès de Norman et je suis très heureuse. Ouais. Je fais du stand-up, mais pas du tout comme je croyais que j'allais faire du stand-up, le meilleur spectacle du monde, tous les soirs sur scène. Et donc voilà, je dirais vraiment, breathe, there are so many paths. Non mais je dirais vraiment, il y a plusieurs chemins. Ouais. Et j'admire plein d'artistes très différents, qui ont réussi de façon très différente, qui ont un nombre de personnes différentes, qui les suivent, qui gagnent de l'argent différemment et tout. Donc il y a plein de chemins. Vraiment, tout le monde a son chemin, tu vois. Ok. Ouais. Ouais, trop cool, c'est beau de terminer là-dessus. Et du coup, la dernière question, c'est un podcast sur lequel j'aime interviewer des gens qui m'inspirent, tu vois, sur lequel du coup, je peux échanger, tu vois, avec qui je peux échanger. Et j'aimerais poser la question, et toi, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast et qui t'inspire? Incroyable. Attends, du coup, je fais très spontanément. Camille, la chanteuse Camille, que j'admire énormément. Tu vois qui c'est? Non, pas très bien. C'est elle qui fait Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle avait fait un album que avec des bruits de bouche, et genre voilà. Donc c'est une artiste qui a eu un succès fulgurant. Je crois que ses albums d'après n'ont pas eu autant de succès, mais elle remplissait quand même la salle Playel, enfin des trucs. Théâtre des Champs-Élysées, enfin des trucs de malade quand même, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a peu d'interviews d'elle. Et je pense que c'est une femme très différente et pas du tout sympathique. Ok. Parce que j'ai vu quelques interviews où elle est très perchée dans son monde et très direct. Ouais, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, tu vois. Ok. Et j'aimerais. Je suis avide des interviews d'elle. Elle est ailleurs. Okay. Et du coup, elle voit pas les trucs nuls. Elle voit que elle aurait fait pareil. Qu'est-ce que tu me dis? Ça prend trop de temps, trop d'argent. Qu'est-ce que tu... Qui es-tu? J'écoute, j'ai pas entendu, tu vois. Et elle est au-delà. Okay. Elle est dans l'art. Elle est muse ou musée par les gens qui l'entourent, mais elle est au-delà, tu vois. Même pour moi, ça peut être un super exercice du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Trop cool. Merci beaucoup, San. C'était trop un plaisir. C'était génial. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Peps. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé. C'est ce qui aide le plus le podcast et ça te permet évidemment de ne pas louper les prochains épisodes. Si tu souhaites participer aux prochains épisodes, je t'invite à me retrouver sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et en attendant, n'hésite pas à réaliser tes rêves. À très vite.